Nous sommes dans la joie d'être avec vous dans cette émission Plateau des leaders. Cette émission que vous avez découverte et que vous avez commencé à aimer. C'est une émission conçue par la direction générale du studio Saint-Romain-Lamont pour aider les peuples de Dieu, aider tout le monde à pouvoir découvrir la mission pour laquelle il est venu dans le monde. Chaque personne qui est sur cette terre a une mission, a un but de sa vie, dans sa vie. Et malheureusement, beaucoup sont ceux qui ne connaissent pas le but de leur vie. Et pour cela, en suivant cette émission, Plateau de leaders, vous découvrirez le leader qui se cache en vous. Parce que vous avez de l'influence à jouer, vous avez un impact à jouer, vous avez un rôle à jouer sur la transformation des autres, pour donner de la valeur aux autres. C'est le but de notre émission Plateau de leaders. Aujourd'hui, je reçois notre DG, le directeur général de l'Institut Saint-Gomalam, en fait, qui est l'initiateur de cette émission, qui est aussi un leader attitré, et avec lui, nous allons découvrir les valeurs fondamentales, les valeurs bibliques du leadership. Bonjour, DG. Bonjour, Pasteur Godin. Nous sommes dans la joie d'être avec vous aujourd'hui dans cette émission. Nous avons déjà commencé l'émission, mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous attarder sur un sujet d'actualité un peu par rapport à cette crise qui se passe dans le monde. Il se fait que nous sommes dans une société en crise multisectorielle, que ce soit ici en Afrique ou à travers le monde. Alors, j'aimerais que nous puissions aujourd'hui réfléchir sur les rôles des intellectuels, n'est-ce pas, dans une société en crise. Et je crois que ce sujet va nous aider à réfléchir, parce que peut-être vous êtes aussi intellectuel. Vous vous étonnez de ce que la situation n'est fasse qu'empirer à travers les mondes, sur le plan moral, sur le plan économique, sur le plan politique. Il y a lieu de se demander, y a-t-il des intellectuels dans ce monde? Merci, Pasteur Godet. Je commencerai d'abord par remercier notre Dieu qui nous donne cette opportunité. Avant d'aborder ces sujets en matière de l'intellectuel, il est très intéressant pour nous de fixer les bornes. Nous savons que nous parlons plus de l'intellectuel chrétien, puisque nous sommes une chaîne chrétienne, mais il est de bonne loi aussi de commencer par parler de l'intellectuel en général, l'intellectuel africain en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on appelle intellectuel alors? Oui, quand on cite ces mots intellectuels, d'une manière générale, pour les communs des mortels africains, on fait allusion à quelqu'un qui a une thèse doctorale, à quelqu'un qui a un diplôme d'université, à quelqu'un qui a fait le master, quelqu'un qui a un gros diplôme, quoi, ou bien des gros titres, d'une manière générale. Qui parle beaucoup de langues. Qui parle plusieurs langues. Chez nous, quand il parle bon français, il est en cravate et il est intellectuel. Mais ça, c'est une définition réductrice. C'est réduire la quintessence, si pas la profondeur même du mot intellectuel. Celui qui est intellectuel, on se limite souvent à parler de l'instruction. On se limite à parler de la formation. On se limite à voir peut-être en peu de temps la compétence. Mais on va aller au-delà de l'instruction, au-delà de la formation universitaire ou non, au-delà de ce qu'il possède comme bagage intellectuel. Puisque le but, c'est l'efficacité. À quoi sert-il à quelqu'un d'avoir des gros titres, des gros diplômes, s'il n'a pas un impact social, un impact environnemental, s'il n'impacte pas sa société, s'il ne résout pas les problèmes réels de son environnement? C'est là où je parle d'une définition réductrice. Quoi dire pour un chef de village qui n'a pas été à l'université, mais qui est capable de résoudre les problèmes de son village, alors qu'un docteur, ce n'est pas un ingénieur qu'on peut placer dans les villages pour diriger, va se confondre et peut même être à la hauteur de la division, peut devenir auteur des divisions, ce n'est pas d'une crise encore. Qui des deux serait intellectuel?
C'est là que c'est au-delà de la formation, de l'éducation, au-delà des gros diplômes, il faut qu'il soit d'abord éduqué. Là, ça fait allusion encore à la notion morale. Il faut qu'il soit cultivé. Il ne faut pas qu'il soit fermé dans la portion des connaissances de son appel. Et il faut, en plus de l'éducation, en plus de tout ce que je peux te dire, la culture, il doit obtenir aussi la sagesse pour diriger. Et par là, je peux même tenter de définir en vérité qu'est-ce qu'on attend par un intellectuel, au-delà de l'instruction. Donc c'est quelqu'un qui peut faire face aux défis nouveaux que lui impose sa société. C'est lui qui est capable de relever les défis que lui impose son environnement. Pour moi, c'est celui-là l'intellectuel. Et ça, c'est une définition que nous avons développée lors d'une conférence. C'était les idées venues de Daniel Bourdané, qui était à l'époque le secrétaire général des groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone, pour lequel vous voyez ces trophées-là. On me l'avait donné, puisque je suis parmi les pionniers dans les groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone, dans l'analyse de ce qu'on entend par intellectuel africain. Il a été dit clairement que intellectuel, en général, c'est celui qui est capable de relever les défis que lui impose son environnement. C'est là où j'ai dit, si vous comparez un ingénieur civil ou BTP, un ingénieur qui termine à l'ISTA ou à n'importe quelle université du monde, vous le comparez avec un chef du village qui, devant les défis de son environnement, est capable de lancer un pont. Il y a une rivière et puis les gens doivent faire les champs. Et puis il donne l'ordre, coupez-moi ces gros arbres. On abat l'arbre, on arrange, on met et puis on dresse les ponts et puis les gens passent, les véhicules passent. Et on place un intellectuel qui a un gros diplôme d'ingénieur là-bas. Il vous fait un gros projet avec un gros budget. Et que les ponts pour être jetés peut coûter 100 000 $. Il vient avec les gros documents. On lui accorde 10 000 $ ou 100 000 $ et puis il rentre au village, il détourne. Là, quand vous dites que c'est un intellectuel, par rapport à ces chefs de village, je pense que la réponse est claire. C'est très important. Je crois que votre définition se base beaucoup plus sur l'instruction, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'un intellectuel, selon ce que vous venez de dire, c'est quelqu'un qui a été à l'école, qui a des diplômes, qui a l'instruction, qui a ajouté à la sagesse naturelle, n'est-ce pas, cette valeur que lui donne la formation, le cursus académique. Mais aussi, vous avez ajouté un élément très important, très pratique, c'est cette capacité de l'intellectuel de pouvoir relever les défis qui se posent dans son environnement. Parce que l'intellectuel, finalement, c'est la personne, quelqu'un qui est habilité à lire, à faire la lecture de la société et aussi être capable de pouvoir apporter des solutions aux problèmes. Constater ça, c'est l'intellectuel. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous dire combien de types d'intellectuels avons-nous dans le monde. C'est très important parce que tout le monde n'est pas intellectuel au même titre. Oui, effectivement, il doit y avoir plusieurs types d'intellectuels. Surtout en Afrique, on peut en dénombrer autant qu'on veut. Dans notre pays, il y en a qui s'autoproclament intellectuels. Oui. Vous voyez un peu au XXe siècle, à la moitié du XXe siècle, l'Afrique a vécu des situations de troubles. Même avant les indépendances de tout le monde, de tous les pays, de toutes les nations africaines. Les gens pensaient qu'en changeant les systèmes économiques, en changeant les systèmes de gestion,
en partant d'un système à l'autre, il y aura moins de violence, l'économie se redresserait automatiquement. Pratiquement, on a parlé du socialisme, du communisme, Voilà. de l'impérialisme, du capitalisme, Mais de la démocratie. Ce sont et à autant de l'aube systèmes. du troisième millénaire, nous constatons que la situation reste la même. C'est ça le problème. Hein? C'est le Et, grand défi. Oswald de Rivera a tiré une belle conclusion. Je peux lire même, je peux faire sa citation ici. Il dit clairement, hein, à l'heure du troisième millénaire de notre ère, il faut souligner que ce n'est pas le cas, comme le dit Oswald de Rivera dans son livre Les mythes du développement. Si les systèmes et les structures continuent à produire la pauvreté et la violence, c'est parce que ceux-ci constituent un sous-produit de la nature des prédatrices de notre propre espèce. Tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, nous avons été habitués à croire qu'en changeant les systèmes ou structures économiques et sociales, le développement se réaliserait, la violence cesserait et la fin de l'histoire surviendrait. Mais la réalité pour Oswald, la crise avant d'être une crise de leadership est d'abord la crise d'homme. Et Jésus-Christ avait raison de venir changer l'homme. C'est ça la pertinence. Et quand nous parlons de l'intellectuel et parler des types d'intellectuels, nous devons tenir compte de cet aspect. Tant que l'intellectuel vrai ne prendra pas ses responsabilités, la crise va s'approfondir. Quand je parle des types d'intellectuels, je peux en dénombrer 4. Premièrement, nous parlons de l'intellectuel complet. Quand nous parlons de l'intellectuel complet, c'est l'homme ou la femme qui possède les capacités de raisonnement, qui possède des connaissances, qui a la capacité de synthèse. Il est capable, en un clin d'œil, d'examiner une situation, d'analyser une situation, et dans sa capacité de synthèse, il peut déjà commencer à envisager des solutions. Ça, c'est un intellectuel complet, c'est-à-dire il n'est pas enfermé dans les limites de sa connaissance. J'ai parlé de la culture aussi. C'est quelqu'un qui est cultivé, c'est quelqu'un qui a un esprit ouvert, c'est quelqu'un qui voit au-delà de ce qu'il a étudié. Il a la capacité de comprendre ce qu'est la politique. Il a la capacité d'avoir un peu une idée sur l'économie. Il a la capacité de jeter un coup d'œil sur son environnement social et sur l'environnement physique. Vous verrez aujourd'hui le contraste que nous avons. Tu peux trouver une belle église bien construite dans la poubelle. Tout comme des belles villas. Tu vas dans certains quartiers, tu entres dans la villa, tu te poses la question, mais tu es à Bruxelles, tu es à Nice ou tu es quelque part à Chicago. Mais tu sors dehors, c'est la poubelle. C'est un problème. Ce monsieur est intellectuel. Parce qu'il y a des intellectuels dans ces quartiers. Et ils ne tiennent pas compte de l'environnement. Mais un intellectuel complet, c'est quelqu'un en dehors du gros diplôme qu'il peut posséder, en dehors du doctorat, en dehors du master, en dehors des licences, en dehors des graduats, en dehors de tout ce qu'il a comme bagage intellectuel et connaissance, il doit être aussi humble. Humble, donc c'est quelqu'un qui donne un espace de contestation à tout ce qu'il a et à tout ce qu'il dit. Donc c'est quelqu'un qui est ouvert à d'autres opinions. Ce n'est pas quelqu'un qui est fermé
à tout ce qu'il connaît. Et il ne connaît pas tout. Même la Bible dit, nous ne connaissons pas tout. Donc, il est ouvert à tout esprit critique. Donc, ce que j'ai dit maintenant, je suis ouvert à toute contestation. N'importe qui peut m'appeler, dire que vous avez dit ça, mais il fallait aussi ajouter ça. Ça veut dire que ce que j'ai dit est entaché de mes limites. Étant moi-même limité, je suis ouvert aussi à des critiques. Donc là, c'est un intellectuel complet. Il est ouvert, il est humble et il reçoit aussi de la part des autres. Donc, en résumé, cet intellectuel complet, c'est un intellectuel tout à fait, qui a un esprit analytique, esprit critique, et qui est cultivé et à même d'appréhender en un clin d'œil la situation et pouvoir s'adapter et pouvoir adapter des solutions à cette situation. Donc, qui n'est pas enfermé, qui a en fait un esprit d'ouverture, contrairement à l'autre type qui devrait être un intellectuel incomplet. Oui, dans l'intellectuel complet, j'insiste aussi sur l'humilité. L'humilité. Je reviens d'une tournée européenne qui m'a conduit dans plusieurs villes. J'ai été à l'université à étudier, où a étudié mon fils. Mon fils fait de grosses études là aussi. Et il m'a fait réfléchir. Et que papa, regarde, celui-là, c'est l'un des professeurs qui est en train de me suivre dans ce que j'ai fait dans les masters. Il est spécialiste dans un secteur, je peux dire les savants. Vous savez, il vient à l'université comment? Il était à vélo. Ah bon? À vélo. Et en chemise comme tout le monde. Et il vient et puis il me dit, papa, mais ça m'étonne quand même, puisque mon fils a commencé l'université ici. Et quand je compare avec nos professeurs, ici, qui apparemment n'ont pas beaucoup de moyens que celui-ci, j'ai l'impression que chez nous, avoir une voiture, c'est un signe aussi d'être docteur. Mais je vois celui-là, il n'a pas de voiture, il a un vélo. L'humilité. Un docteur en sciences que j'étais le nom. Et c'est lui qui encadre mon fils dans ce travail qu'il fait. Donc on dirait que... C'est ça en fait. Plus on connaît, plus on est humble. Donc plus tu avances dans les recherches, plus tu constates que tu ne connais pas. C'est comme quelqu'un qui cherche à connaître qui est Dieu. Plus il s'approche de Dieu, plus il connaît ses limites. Hein? Il est tellement grand et je suis infinitésimalement petit. Et plus je l'approche, plus je me rends compte de ma petitesse. Et cela doit me rendre encore plus humble qu'avant. Donc plus on connaît, plus on se rend humble. C'est celui-là qui est intellectuel et chrétien. Par contre, l'intellectuel incomplet, c'est celui justement qui peut avoir aussi un gros diplôme, des grandes connaissances, mais il est limité. Il n'a pas l'esprit d'ouverture. Il n'est pas humble. Il est orgueilleux partant de sa petite formation. S'il est informaticien, il croit qu'il est le meilleur informaticien du monde et avant lui, il n'y en a pas d'autres et après lui, il n'y en aura plus d'autres. Il s'enorgueillit à longueur de journée. Voilà. Hein? C'est celui-là qu'on appelle un intellectuel incomplet. Il est arrogant. Il est arrogant. Il peut même se faire passer comme un savant parmi les ignorants. C'est ce que font la plupart des professeurs. Malheureusement, aujourd'hui, avec l'ouverture du monde, avec l'Internet et tout, vous pouvez même aller voir si ce professeur-là fait des copies-collées ou bien s'il fait réellement ses recherches. Tout est à livre ouvert aujourd'hui. Moi, quand j'étudiais même en Polytechnique, la plupart de nos cours, c'était à livre ouvert. C'était à livre ouvert. Quand on faisait les projets, les examens dans les projets,
on pouvait te donner 3 mois 3 mois de travail. Alors, on se rend compte que par rapport à ce que vous venez de dire là, c'est que dans nos milieux ici, c'est plein d'intellectuels incomplets. Non seulement incomplet, puisqu'il y a une troisième catégorie, les pseudo-intellectuels. Les faux vrais intellectuels. Ceux qui se passent comme intellectuels, alors qu'ils ne le sont vraiment pas. Ceux-là sont encore plus dangereux que la deuxième catégorie. Dans les pseudo-intellectuels, ils sont des faux vrais intellectuels. Ils ne possèdent même pas peut-être un diplôme. Mais ils se passent pour un grand savant. Et on les remarque pour cela. Ils aiment se faire voir, les m'as-tu vu. Partout où ils passent, il aimerait que tout le monde sache qu'il existe. Alors qu'il ne connaît rien. Et s'il a une parcelle de responsabilité, il va tout faire pour écraser ceux qui connaissent. C'est une fausse monnaie qui fait fuir les vrais. Et quand il est quelque part, il fera tout pour que tous ceux qui connaissent mieux que lui soient écrasés. Il peut même inventer. C'est quelqu'un qui peut, autour des grands leaders et des grands chefs du pays et tout ça, il tourne autour de lui parfois pour critiquer et dire le mal de vrai et des bons. De telle manière que les vrais et les bons soient éloignés. Éloignés. Ne plus être considérés. À cause de ses limites. Pour qu'il brille, en fait, il ne brille pas. C'est un critiqueur, c'est un, je peux dire, flatteur. Et pour le reconnaître, il doit avoir des bijoux en or, il doit avoir des chaussures chères. En fait, il veut paraître. Il doit paraître, et il est quelqu'un qui s'habille d'une manière extravagante. C'est l'opposé des professeurs que je vais dire. Il est en vélo, mais sa tête est pleine. Vous voyez un peu, hein? Il doit être remarquable. Et ceux-là sont d'une catégorie dangereuse. Et c'est eux qui détruisent, justement. C'est eux qui sont à la base de la violence. C'est eux qui sont à la base de la crise. Oui, justement, c'est la question que je voulais poser, justement. Finalement, ces genres d'intellectuels-là, des faux, des vrais faux, n'est-ce pas? Plutôt des faux vrais intellectuels. Comment vous, ce sont des faux vrais. Ils ont un niveau faible. Un niveau faible. Évidemment, c'est eux qui sont... Ils ne sont pas humbles, ils sont plus qu'orgueilleux. Ils sont créateurs de la crise. Parce qu'à un certain moment, on s'est dit, mais est-ce que, par exemple, dans notre environnement, y a-t-il des intellectuels? Parce que la société ne fait que se plonger de plus en plus dans une crise multisectorielle, alors que l'intellectuel, c'est celui qui est censé apporter la solution. Donc, de par la catégorisation des intellectuels, on se rend compte que si on perdure, n'est-ce pas, dans la situation de crise, c'est parce que il y a une prévalence, n'est-ce pas, de cette dernière catégorie. Les gens de cette dernière catégorie, s'ils obtiennent grâce autour d'un décideur, c'est fini. Mais c'est fini. S'il est conseiller, s'il trouve grâce autour des ministres, s'il trouve grâce autour du directeur général, s'il trouve grâce autour de quelqu'un qui a une décision, il a aussi un morceau de pouvoir, mais il va tout faire de telle manière que son influence négative puisse briller et de telle manière que les vrais intellectuels complets se découragent. Ce qui fait que d'une manière générale, les meilleurs intellectuels ne sont pas zélés. En réalité, ils sont zélés, ils ont la volonté, ils veulent faire quelque chose, mais ils sont étouffés par de tels prédateurs. Hein? Parce que ceux-là ont des suggestions de prédation qu'ils amènent aux décideurs. Et pour écraser les autres, ils inventent même. Ils ont des astuces qui peuvent faire de telle manière que les vrais ne trouvent pas grâce aux yeux du vrai des décideurs.
Ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes incapables de porter des solutions, mais ils ne voudraient pas non plus s'ouvrir à ceux qui peuvent donner des solutions. Donc, ils sont en train de vouloir pérenniser la situation de crise. Ce sont en quelque sorte, comme on le dit un adage français, des pêcheurs en eau trouble. Oui, Ochol de Rivière a bien dit, la crise d'homme, il y a la prédation de notre espèce. Ce sont ceux-là qui sont des prédateurs de notre espèce. C'est ça la réalité. Et je pourrais citer, si vous me permettez, d'avancer la quatrième catégorie. En fait, là, nous citons avec l'intellectuel chrétien. L'intellectuel chrétien. Oui. Tout intellectuel chrétien doit d'abord savoir que être intellectuel fait appel à une lourde responsabilité. Et être intellectuel chrétien est une grâce. On ne mérite pas. C'est une grâce de concilier la foi et la science. Un intellectuel chrétien, qu'est-ce qui le caractérise? L'intellectuel chrétien, il doit d'abord être complet, puisqu'il est honnête. En lui, il y a l'essence d'honnêteté, il y a l'éthique. Il vit selon l'éthique, il vit selon la crédibilité. Je vous ai dit la fois passée, et crédible, c'est celui qui est compétent, et en plus de la compétence, il a un bon caractère. Il a l'intégrité. Le bon comportement. L'intégrité. Hein? Il n'y a pas de 3 C. Hein? La crédibilité égale C comme compétence. Il a aussi les diplômes comme tous les autres. Il a la qualification comme tous les autres. Il a un appel dans les domaines spécifiques. Il est humble, il est effacé, il tient aux objectifs. Et en plus de ça, il n'est pas prédateur, il n'est pas voleur, il a une bonne morale, il a la sagesse et il est intègre. Celui qui combine les deux, il est crédible. Donc l'intellectuel chrétien, en principe, doit se revêtir de toutes ces qualifications pour avoir l'impact positif dans la société. Et c'est ce qui nous manque. C'est ça la crise. Quand Oswald de Liverdo parle de la crise d'homme, la réalité, la crise vient du fait qu'ils sont très peu qui sont crédibles. Nous avons très peu d'intellectuels crédibles, honnêtes et tout. Aujourd'hui, Pasteur Godet, oui. Si je vous dis, j'ai une parcelle de responsabilité, je vous nomme directeur technique d'une société, alors que vous avez fait la théologie, vous avez fait l'IFASIC. Honnêtement, vous allez dire quoi? Alors, je ne m'en sortirai pas. Honnêtement. Honnêtement. Mais si j'accepte. Mais pour l'intellectuel africain, il dira c'est une opportunité, comme c'est mon oncle qui est là, aujourd'hui ou jamais. Et cette insuffisance de connaissances et la manière dont il arrive à ces postes fera qu'en arrivant là, il va agir comme un pseudo-intellectuel, c'est-à-dire un vrai faux. Étant un vrai faux, il va chasser toutes les compétences qu'il va trouver dans son entourage. C'est ça la crise. C'est seulement ça la crise. C'est tellement bien ciblé. Mais en fait, le grand problème, compte tenu de la prévalence, n'est-ce pas, de la domination des antivaleurs, est-ce que c'est facile d'être cet intellectuel chrétien au milieu des influences négatives, n'est-ce pas, qui pèsent autour de nous? Je crois que vous en avez payé aussi. Les frères, vous-même, en tant qu'intellectuel, leader intellectuel chrétien, dans un milieu où les valeurs chrétiennes, la moralité n'est pas aussi basée sur les vraies valeurs chrétiennes, ça pose des problèmes. Comment est-ce qu'on peut résister à ces moments-là? Oui, pour ne pas se faire défenestrer. Vous avez raison. Définissons encore l'intellectuel chrétien, si je peux approfondir. Je dis dans un premier temps, c'est quelqu'un qui est conscient qu'être intellectuel chrétien fait appel à une responsabilité et ce n'est pas un privilège.
Les intellectuels non chrétiens, d'une manière générale, brillent par la dictature de l'intellectualisme. Si aujourd'hui un intellectuel non chrétien se retrouve dans un environnement quelque part, il aura tendance à imposer ses idées. Il n'aura pas l'ouverture vis-à-vis des autres idées. Mais quelqu'un qui est intellectuel chrétien, réellement, il doit être ouvert. Il doit savoir qu'il est limité, il doit savoir qu'il a une lourde responsabilité. Sa responsabilité va jusqu'à relever les défis que lui impose son environnement. Et si je peux ouvrir une fenêtre dans ce que j'ai vécu personnellement, mais quand on m'a choisi, c'était à l'époque où le président disait qu'il cherchait 5 personnes ou 15 personnes. Et ça, je vous dis, et cette entreprise était en difficulté, quasi fermée. Et quand je suis arrivé, je pense que c'est le principe que j'ai appliqué. La première des choses, c'était d'écouter ce qui était là. Et les gens qui m'ont aidé et que je remercie aujourd'hui, c'était les matelots. Les matelots, les gens... Oui, c'est eux qui... Je suis allé les voir, je faisais ma tournée de direction, j'arrive. Ils m'ont dit, patron, si tu veux réussir, voici la solution. Et ils savent ce qu'ils m'ont dit. Ce n'est pas moi qui ai amené la solution. J'ai eu seulement un esprit d'ouverture. Et je les remercie. C'est grâce à eux que j'ai laissé les traces. C'est-à-dire que je suis venu, pas pour voler, pas pour m'enrichir, je suis venu laisser les traces. Et j'en ai laissé. J'en ai laissé. Vous pouvez les dénombrer. C'est ce qu'on pourrait appeler l'intelligence pratique. Et ça, c'est l'intelligence pratique. C'est ce qu'a fait Néhémie. Néhémie, en quittant les palais pour aller au village, reconstruire les murailles. Et quelle était sa procédure? La nuit, il sortait seul pour observer, inspecter. Et après, il a eu le temps de rassembler aussi le peuple pour les écouter. Et il les a motivés jusqu'à leur dire, cette affaire vous concerne, levez-vous et bâtissons. Et le peuple a dit, levons-nous et bâtissons, puisque il a joué, c'était un vrai intellectuel. Un vrai intellectuel. Et il a conscientisé. Et les gens ont adhéré à sa vision, puisqu'ils ont compris leur misère. Vous voyez un peu la procédure de Néhémie. Et si vous examinez bien, Dieu intervient dans ça. Dans l'intellectuel chrétien, il y a la faveur. Il y a la faveur, la grâce. Prenons le cas de Joseph. En Joseph, il y avait le choix de Dieu d'abord. Et à côté du choix de Dieu, il y avait la protection divine. Et à côté de la protection divine, il y avait la faveur divine. La présence de Dieu en Joseph faisait que tout ce qu'il faisait lui réussissait. La présence de Dieu. C'est-à-dire, un intellectuel chrétien ne veut pas dire que c'est lui qui relève les défis que lui impose son environnement. C'est Dieu qui agit à travers lui partout où il va. C'est ça la différence entre un intellectuel d'une manière générale, qui va avec ses stratégies, qui va avec ses méthodes, qui pense que c'est son gros diplôme qui va résoudre des problèmes. C'est ainsi qu'on échoue sur le plan économique. On peut faire des budgets, on peut faire des plans, mais s'il n'y a pas la grâce de Dieu, s'il n'y a pas la faveur de Dieu, vous allez tourner en rond. Il est grand temps, dans nos pays africains, de revenir à ces principes, de chercher les vrais Joseph. Les vrais Joseph, il faut les identifier. Voyez un peu ce qu'a fait Pharaon. Dès qu'il a découvert que Joseph avait cette grâce particulière, partant de son histoire, de ses frères Potiphar, de la prison jusqu'à chez lui. Les 3 maisons qu'il a vécues, maison de Potiphar, maison, prison, chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a laissé tout. Il a fait. Même Potiphar a compris. Il n'en a pas profité pour lui, au contraire. Il sait que c'est un homme honnête. Il sait que c'est un homme intègre. En lui laissant tout pouvoir, il va agir pour le bien de la population. Et il va avancer. C'est le choix qu'on doit faire. Les Joseph existent. Ils sont timides.
Mais il faut les identifier. Ils existent. Ils existent pour relever les défis africains. L'Afrique a de sérieux problèmes puisqu'il y a plus de prédation que la recherche et l'identification des hommes solutions. Et il faut un homme nouveau. Je pense que les leaders ont cette capacité de les identifier, mais les alliances procédurales font que c'est un peu complexe. Nous les comprenons, c'est pour ça que l'Église doit beaucoup prier pour les leaders. Oui. Je veux dire que l'Église, dans son rôle, l'Église n'est pas là pour accompagner, ni pour faire aussi la prédation. Non. Le rôle de l'Église, c'est d'apporter cette sagesse-là. Le rôle de l'Église, c'est de former aussi les Joseph, les Daniel, les Néhémie. De telle manière que ces gens-là, quand on les met à la disposition du leadership, ils impactent positivement la société. Le rôle de l'Église, c'est de vider la prédation dans les milieux intellectuels parmi ceux qui doivent relever les défis de notre société. Ça, c'est le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est d'amener la crédibilité. Mais malheureusement, en Afrique, d'une manière générale, la crédibilité, même au sein de l'Église, pose problème. Pose problème. Le rôle de l'Église, c'est d'aider à renouveler l'intelligence. Renouveler l'intelligence pervertie. Surtout à dissiper dans les chefs de gens les influences de valeurs humaines, n'est-ce pas? Cette intelligence, parce que la Bible d'ailleurs parle de l'intelligence du monde comme étant la folie, n'est-ce pas? Donc, il ne faudra pas qu'on se serve de cette intelligence intellectuelle, mais il faudra aussi des vraies valeurs chrétiennes, n'est-ce pas, pour pouvoir agir dans la société comme pour être ce que vous appelez, j'aime ce que vous dites, ce que vous appelez là, vous désignez par homme solution. Oui, des hommes solutions. La crise est générale. Hein. Il était dit que je viens de faire une tour dans plusieurs pays européens. Une tournée dans plusieurs pays européens. J'ai vu une ressemblance. Je ne sais pas si vous suivez ma prédication faite au niveau de... oui, je suis, on a diffusé ça. Je suis... il faut être courageux. Oui, du courage pour vivre sa foi. Ça, je me suis adressé aux chrétiens européens. Ils sont dans une crise plus grave que la nôtre. Il y a des contraintes plus fortes. Il y a d'abord les contraintes physiques. Les contraintes législatives aussi. Ça chauffe. L'été, là, c'est 40 degrés. Ici, nous sommes dans un beau climat. Même, ça pose même les problèmes pour les trains à grande vitesse. Quand les rails chauffent, on a connu les arrêts. Nous avons la crise morale et nous avons... Imaginez un peu, ton enfant part à l'école, une fillette de 5 ans ou de 7 ans, et puis au retour, l'enfant te dit que non, papa, je ne m'appelle plus fille, je m'appelle garçon. Maintenant, il a changé de nom, il est libre de changer. Il a changé de... Là, on n'a pas demandé l'avis des parents. Mais la même fillette, si elle cause un dégât à l'école, casse le vitre ou quoi, on dirait que les parents vont payer. Vous voyez? Pour induire l'enfant en erreur avec cette histoire de transgenre ou quoi, on laisse l'enfant irresponsable prendre une responsabilité. Et quand l'enfant cause des dégâts à l'école, ce sont les parents. Je te dis encore pire, une fille de 12 ans, 15 ans, tombe enceinte. Et pour aller avorter, elle amène seulement un témoin. Le témoin peut être même son copain. Et puis, on enlève sans l'avis des parents. Donc, tout ce qui est dans les mâles est gratuit. Est gratuit. Et c'est cette société-là que nous devons imiter. Non, nous avons encore des valeurs à apporter à la société. Maintenant, il nous reste quelques 2 ou 3 minutes. En fait, nous voulons conclure aujourd'hui. C'est un vaste sujet, peut-être au moins, nous faire une idée de ce que serait alors le rôle de l'intellectuel dans ce contexte que vous venez de décrire, des crises,
Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit seulement se contenter d'analyser, de lire la Bible, comment faire pour impacter sur le changement de mentalité, d'amener les gens à agir de façon juste. Oui, je pense qu'on ne doit pas se taire. Il y a déjà le courage dans notre pays. Le chef de l'État a mis en place toute une structure de changement de mentalité. Je pense qu'à travers cette structure-là, beaucoup d'intellectuels doivent se retrouver. L'Église doit se retrouver dans cette structure-là pour aider à impacter positivement notre société. Je pense qu'on peut plus se parler de ça aussi. La structure de changement de mentalité. Là, le président de la République a vu vrai. Donc, il a touché au vrai problème d'homme qui se pose. Et en tant qu'intellectuel chrétien, je pense qu'il ne faut pas qu'on attende un titre pour bien agir. Ça, c'est la deuxième chose. Premièrement, sur le plan collectif, nous devons prendre la conscience qu'il nous faut des valeurs réelles pour amener le leadership de transformation. Il faut un leadership de transformation. Et pour ça, il faut un changement de mentalité. Il faut enlever la prédation, il faut une bonne morale. Et je vous ai dit par exemple l'histoire des Proverbes, chapitre 6, verset 32. Avec l'intelligence pervertie, on ne peut pas construire. Ce n'est pas possible. Et d'où les changements de mentalité, comme l'apôtre Paul le demande en Romains chapitre 12, le renouvellement de l'intelligence. Là, j'appuie le président de la République pour ça. Et deuxièmement, en tant qu'intellectuel, nous avons aussi une responsabilité, que l'intellectuel chrétien fait appel à une lourde responsabilité. Ce n'est pas un privilège. Il doit agir sans titre. Leadership sans titre. Et en tant que leader sans titre, nous pouvons beaucoup aider. On n'a pas besoin nécessairement de titres pour apporter solution. Il n'est pas dit que tout le monde deviendra ministre, tout le monde deviendra directeur général, tout le monde deviendra je ne sais pas qui. Non! Les solutions sont à tout le monde. Pour citer, David, quand il a relevé les défis devant Goliath, quel était son titre? Rien du tout, à part l'onction du Seigneur en lui. Mais il a sauvé tout un peuple. Le Samuel. Hein? Il est né dans la prière, partant de sa maman Anne. Mais il est issu d'une famille en crise, où la maman avait une rivale. Vous connaissez l'histoire de Pénina et de Anne Pénina. Hein? Vous connaissez l'histoire de Joseph. Hein? Dieu peut susciter tous ces gens-là. Et c'est très important pour nous de prendre notre responsabilité d'agir sans titre. Il y a beaucoup de... La course au pouvoir fait détruire beaucoup d'objectifs. Absolument. Agissons parfois sans titre en tant qu'intellectuels chrétiens. Quittons la timidité, aidons l'Afrique à sortir de cette crise. Et nous sommes aussi solution pour le monde, pour la crise du monde. Puisque la crise intellectuelle qui se vit maintenant, le monde entier, est plus grave que la crise de l'Afrique. Puisque l'Afrique, dans sa pauvreté, regorge encore beaucoup de valeurs. Surtout en matière de famille. En matière de famille, nous avons beaucoup à apporter en Europe, à l'Occident. Voilà ce que je peux dire. Voilà, je sais que nous sommes obligés de nous arrêter là. Vous avez encore de la matière. Mais en fait, je nous renvoie, nous tous, à un modèle de leadership intellectuel. Et Daniel, ce sont des intellectuels qui n'ont pas, disons, la titromanie, mais qui savent apprendre des problèmes et y apporter des solutions selon la vision de Dieu. Même si la solution apportée peut nous écarter, pour autant que la société puisse trouver leur place. Donc, l'intellectuel, c'est pas celui qui agit. Ils étaient capables de payer les prix. Oui. Un vrai intellectuel chrétien est capable de payer les prix puisqu'il ne va pas brader les valeurs. Ok. Il ne peut pas brader les valeurs. Absolument. Puisque Joseph, a supposé que Joseph cédait à la sollicitation de la femme de Potiphar, c'est fini. Il allait être condamné à mort. Et Daniel, s'il cédait
à l'idolâtrie. Daniel a accepté d'aller au fosse au lion. Il a accepté De payer les prix. Un vrai intellectuel chrétien est prêt à payer les prix pourvu que les valeurs christocentriques soient préservées, puisqu'il a sa vie aussi à préserver pour aller au ciel. La Bible dit, à quoi sert-il à quelqu'un de gagner le monde entier pour ne pas aller au ciel? Ok, je crois que c'est une bonne conclusion. Nous avons un rôle à jouer, n'est-ce pas? Ayons l'esprit de sacrifice. Nous connaissons les problèmes, mais nous devons porter la solution, non selon nous, non selon nos titres, mais selon les valeurs que Christ a mises à nous. Chacun de nous, comme leader, est capable d'apporter quelque chose, sa pierre, pour que nous puissions relever cette situation de crise. Merci beaucoup, directeur général de GMI, révérend pasteur ingénieur Hubert Mihimi. Merci beaucoup pour votre témoignage et tous ces messages. Je crois que ça vous a intéressé aussi. Vous pouvez aussi nous écrire à travers les numéros que vous voyez affichés. Et vos écrits pourront être pour nous aussi objet des prochaines émissions, parce que nous avons besoin aussi de privilégier l'interaction. Nous faisons cette émission pour que nous puissions nous tous changer et être des hommes solutions dans notre pays. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Merci au révérend Hubert Mihimi et merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous allons vous retrouver la fois prochaine. Au revoir.